questions ou d'exercices. On va reprendre un peu comme on avait commencé. On va conclure comme on avait commencé. On va avoir maintenant 2 interventions sur une préoccupation environnementale, climatique, prendre un peu de hauteur, ça va nous faire du bien. Il va y avoir Juliette Duquesne qui va clôturer la soirée, et juste avant, on a Nicolas Imbert. Vous pouvez l'applaudir, hein, s'il vous plaît. Nicolas, tu es ingénieur de formation, ça je le sais. Bon, tu es directeur exécutif d'une ONG qui s'appelle Green Cross, puis tu es surtout mon ami d'enfance. On faisait de la planche à voile ensemble quand on avait 15 ans. À l'époque, si on nous avait dit qu'on se retrouvait dans ce contexte-là, je pense qu'on aurait rigolé, mais il faut voir. Forcément, les préoccupations environnementales, elles croisent, vous l'avez bien compris ce soir, celles de la santé au sens large. Nicolas, je te laisse la parole, ta carte blanche. On a une vraie préoccupation de temps, mais je sais que tu feras au mieux. Je vais être court et je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'il est tard et il y a un message que j'ai peut-être pas assez entendu ce soir et sur lequel je vais réagir, c'est qu'on est dans une situation d'urgence. D'urgence pour la planète, d'urgence pour la santé, d'urgence pour la vie et d'urgence pour le vivre ensemble aussi. Et au final, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'amitié, qu'on a besoin de passer les clivages et qu'on a besoin aussi d'arriver à mieux se comprendre, mais de se réunir dans l'action. Il y avait un grand penseur de la politique du XXe siècle, vous avez tous entendu que je pensais à Coluche, qui nous disait, il y a des gens qui ont décidé, ils ont décidé sur tout, mais ils ont vraiment surtout décidé. Et c'est de ça qu'il faut se prémunir pour arriver à trouver des petits chemins, des propositions comme celles qu'on est en train de construire avec le collectif Santé en danger, qui vont arriver sur la table et qui vont s'imposer d'elles-mêmes que les politiques veuillent ou ne veuillent pas les lire. Je reviens sur les urgences. Le 2 à plus 4 degrés sur le climat, vous le connaissez, vous en avez entendu parler, on est en plein dedans. Et oui, je dis on est en plein dedans, parce que ce que vous avez vu en arrivant, c'est des urgences, c'est des phénomènes climatiques extrêmes, c'est un printemps pourri, on commence à un peu mieux comprendre ce que ça veut dire. Par contre, quand on lit le rapport du GIEC en détail, le dernier, je vous en conseille sa lecture. L'espérance de vie en bonne santé, lapsus, l'espérance de vie globale, en France en particulier, stagne. L'espérance de vie en bonne santé se casse la figure. Encore plus inquiétant, quand on regarde par décile, c'est-à-dire par dizaines d'années de vie. Plus on est jeune, plus l'espérance de vie en bonne santé décroît. Et ça affecte une réalité matérielle qu'on voit. Quelqu'un qui a plus de 65 ans aujourd'hui, les effets du dérèglement climatique, c'est dommage pour lui, elle ou il est préoccupé, etc. Quelqu'un qui a moins de 45 ans, les effets du dérèglement climatique, il les a déjà vécus dans son corps, dans sa physiologie, dans son rapport à l'autre. Je ne vais pas aller en détail là-dessus parce que vous connaissez les effets bien mieux que moi. Ça se manifeste différemment pour les hommes ou pour les femmes, mais ça explique pourquoi on a certaines générations qui sont dans un ressenti de l'urgence et de l'interpellation et d'autres qui ne sont pas dans les mêmes dynamiques. Et Olivier Thomas nous l'a très bien dit en introduction, les questions d'eau, de perturbateurs endocriniens, les enjeux d'alimentation et de qualité de l'air, c'est des choses très préoccupantes et c'est des choses sur lesquelles toutes et tous dans cette salle, on peut agir au quotidien, qu'on en ait ou pas la permission. C'est plus quelque chose sur lequel on a besoin de demander une autorisation, mais on peut y aller. Et il y a un mot que je n'ai pas assez entendu ce soir et sur lequel je vais réagir tout en étant très court, c'est cette question de la prévention. La prévention dans l'alimentation santé, on voit des assureurs, on voit des banquiers qui sont en train d'implorer le système médical d'aller beaucoup plus travailler avec la diététique. Travailler avec un sujet que tu mentionnais, c'est la question du sport, parce qu'effectivement, à 15 ans, on prenait soin de nous. Peut-être que depuis, on s'est un petit peu laissé aller, mais la prévention par le sport est absolument essentielle. Et l'autre notion qui est très peu travaillée dans les médecines
occidentale, mais que vous pouvez avoir dans toutes les médecines du Pacifique et dans une partie des médecines d'Amérique du Sud et d'Afrique, c'est la notion du bien-être. D'ailleurs, très souvent, quand on travaille sur le bien-être, on est mal à l'aise avec la traduction française de wellness, parce qu'on est en train de se dire, tiens, c'est un luxe, c'est un truc superficiel, je ferai ça quand j'ai tout le temps. Alors que retravailler sa manière d'être à soi et sa manière d'être aux autres, si c'est les assureurs et les banquiers qui nous le conseillent, c'est justement qu'il y a un business case derrière, il y a des bénéfices et c'est une activité qui est rentable. L'autre sujet qu'on regarde comme un sujet de contexte, sans voir en fait tout l'effet qu'il a et sur nos vies et sur la patientèle qui vous amène chaque jour, c'est la question de la mauvaise qualité de l'air. Dans quel autre secteur d'activité on accepterait, on considère comme une inévidence inéluctable le fait d'avoir 150 jours par an de dépassement des critères de l'OMS, dont les gens de l'OMS eux-mêmes nous disent que vraisemblablement ils sont conservateurs et en deçà des dernières analyses statistiques. Et derrière, de se dire, on continue d'avoir des parcs de véhicules, y compris dans le secteur hospitalier, qui sont méchamment dieselisés et qui ne passent pas les vitesses, les limites critères. Donc là, on a aussi un travail à faire. Et je ne reviendrai pas sur les propos d'Olivier, mais très souvent, il y a des financements dès lors qu'on arrive avec les projets. Deux autres sujets sur lesquels je viens avec des propositions. La question du bruit. Le Covid et le post-Covid nous ont montré à quel point on avait un certain nombre de pathologies urbaines qui étaient directement liées à une surexposition au bruit. Et pourtant, on continue à considérer que le confort motorisé de quelques-uns est supérieur à la santé de toutes et tous. Sur l'écotoxicité et les perturbateurs endocriniens qu'on voit dans nos vies chaque jour, des polluants éternels comme les PFAS à autres, là, on est carrément dans une situation blanche parce qu'on n'a pas le thermomètre. Et donc, la première chose à faire, c'est de comprendre, détecter, anticiper avant de traiter. Et au final, c'est un peu ça qui peut être un fil rouge qui nous met quelque chose de très positif avec le collectif Santé en danger, c'est de se dire il y a une résilience des professions de santé qui se structure, qui fait écho à une résilience écologique. Ça veut dire aussi de se mobiliser positivement sur toutes les filières grises qu'on voit et dans le secteur hospitalier où l'énergie et le traitement des déchets coûtent une fortune parce qu'ils ne sont pas forcément très éco-responsables, mais où si on arrive à retourner la chaussette, là, ça fait des marges d'économie pour autre chose. Et personnellement, j'en ai marre, et on va voir un rapport des Nations Unies sortir bientôt sur le sujet, de constater que du matériel radiologique usagé est acheminé et qu'on s'en débarrasse à moindre frais en disant c'est de l'aide humanitaire alors qu'il est déjà cassé et qu'on le retrouve sur des plages du Ghana où il est en train d'intoxiquer des enfants de 10, 12 ou 14 ans. Donc il y a un prix qui dénonce ceci qui est actuellement à Paris, qui s'appelle le prix Carmignac du photojournalisme et on va porter des messages pour montrer qu'on doit arrêter ce type de trafic illicite aux Nations Unies en New York en juin. Maintenant, je reviens quand même, parce que je sens vos visages légèrement accablés, sur quelques notions qui nous permettent de retravailler cette notion de l'espoir, et je teste le mot de l'enthousiasme. Il faut remettre, et je l'ai entendu dans vos voix, je l'ai entendu dans vos questions, et aussi dans certains silences, la question de l'empathie et du vivre ensemble aux bonnes harmonies dans tout ce qu'on fait. Vraisemblablement, on l'a oublié derrière des termes trop techno, on l'a oublié aussi derrière une vision trop comptable. Tout à l'heure, les collègues en santé mentale nous ont expliqué à quel point on allait mal et à quel point c'était pas funky. Et donc là, il faut arriver à redonner quelque chose. Le temps du bien-être peut aider à ceci. Et en fait, on voit qu'on a des écosystèmes malades, on voit qu'on a un corps social malade, on voit qu'on a une santé malade. La bonne nouvelle, c'est que très souvent, quand on répond à la bonne santé d'un de ces trois éléments, on répond à la bonne santé des trois éléments. Pour ça,
il nous faut aussi continuer à accumuler des propositions, mais continuer à accumuler des données. En France, vous le savez mieux que moi, on n'a pas le droit de faire du big data et de faire du prédictif et de retravailler d'une manière semi-productive sur les enjeux de santé. Par contre, j'en vois certains dans la salle qui ont des montres intelligentes, des détecteurs d'activité, etc. N'importe quel fournisseur de dispositifs connectés le fait, y compris sur vous-même, parce que ces données sont hébergées soit aux États-Unis, soit en Australie, soit ailleurs. En retravaillant sur une vision positive de la donnée de santé qui respecte les individus et qui respecte aussi les savoir-faire médicaux et paramédicaux, là, on peut arriver, et j'en reviens à l'implication des assureurs et des banquiers, à des choses qui sont intéressantes. Le dernier point sur lequel je voudrais terminer, c'est cette question de santé globale. La santé des humains, la santé des écosystèmes, la santé en fait de tout le vivant qui est autour de nous est connecté. C'est parce qu'on arrive à limiter l'exposition des animaux, des végétaux aux perturbateurs endocriniens, à sortir le glyphosate du pain que vous avez mangé tout à l'heure et les résidus médicamenteux de l'eau que vous avez bu, qu'on arrive à reconquérir par des notions de prévention une meilleure santé sur l'ensemble des populations. Et ça, il y a bien sûr une partie où il faut témoigner, venir avec des propositions sur la table, être absolument neutre politiquement, mais absolument intransigeant dans l'action auprès des décideurs européens, nationaux et par filière d'activité. Mais une grosse partie de la solution, elle se conçoit en local. Elle se conçoit dans les politiques régionales de santé, où le pouvoir des ARS est quand même relativement important et il faut aussi beaucoup plus intéresser les préfets eux-mêmes aux politiques de santé et les exécutifs régionaux dans les métropoles, dans les campagnes et plus que jamais à l'échelle de chaque micro-territoire et dans vos activités du quotidien. C'est là qu'on peut agir. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour ce que fait le collectif. Je sais qu'il y a encore une intervention à suivre et non des moindres, mais c'est aussi l'occasion de vous dire et de se dire merci pour cet élan, cette dynamique, cette transversalité que tu as su inspirer et créer, Arnaud, il y a quelques années et dont on voit maintenant à quel point elle peut être utile pour porter les prochaines étapes. Merci beaucoup, Nicolas. C'est toujours vraiment agréable de t'écouter. Je regrette juste de ne pas être dans un transact, tu vois, parce qu'on a besoin d'être plus intelligent quand on t'écoute. C'est porteur d'espoir et en même temps, tu arrives à faire le lien entre nos préoccupations du quotidien et avoir une prise de hauteur vraiment importante sur d'autres sujets. Tu sais qu'au mois de novembre, on va écrire un texte de loi. Il faudra que tu sois là pour que tout ce que tu viens de dire, on le transforme en texte de loi. Rendez-vous est pris et surtout, il va y avoir le texte de loi. Et juste avant, il va y avoir un truc, j'allais le dire en jargon, le PLF, le projet de loi de finances. Les députés font trop de lois qui ne sont jamais connectées par rapport aux lois de finances. Et si on peut prendre un pari, c'est d'influer et sur le projet de texte de loi et sur le PLF pour que les bons moyens soient concentrés sur les bonnes priorités. Alors là Monico, on n'est pas rendu. C'est ça. Merci beaucoup.